Bonjour à tous, nous sommes toujours au mois d'octobre 2020 et je partage avec vous un petit instant de lecture. Voilà, il fait un temps pas possible dehors, beaucoup de vent, le soir commence à tomber de plus en plus tôt, hein. Et là aujourd'hui j'ai envie de vous partager un extrait du livre de Patricia Daré, Les Lumières de l'Invisible. Je vous ai déjà partagé des instants de lecture des livres de Patricia Daré. Je ne me souviens plus si je vous ai déjà partagé un instant de lecture de ce livre que j'ai bien apprécié. Donc, pour vous situer, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, parce que tout le monde ne connaît pas Patricia Daré, donc c'est pour ça aussi que je fais des petits instants de lecture. Ça permet dans la spiritualité de découvrir des livres aussi, de rencontrer de belles personnes. Patricia Daré, donc Les Lumières de l'Invisible. Forte de ses expériences extrasensorielles, Patricia Daré nous apprend à mettre des mots sur ce que nous ne voyons pas, et qui pourtant nous influencent, nos défunts et nos guides, mais aussi toutes les mémoires que nos ancêtres ont laissées derrière eux. Elle nous explique l'impact de l'au-delà sur notre existence et comment être plus à l'écoute de cette âme qui nous anime. Ces perceptions viennent également se confronter avec la science, nous dévoilant un monde nouveau où la médiumnité se met au service des découvertes archéologiques et des connaissances historiques. Un témoignage qui bouscule nos idées préconçues et nous incite à nous interroger, à regarder nos vies différemment, toujours dans le souci d'être plus responsables et heureux. Après des études de publicité, littérature et cinéma à l'université de Bologne, Patricia Daré rejoint son Berry natal, où elle travaille à Radio France. Elle est également auteure de livres à succès, Un souffle vers l'éternité et L'invisible et la science, disponible aux éditions J'ai vu. Si je commence à bafouiller, ça va pas être terrible notre instant de lecture là, hein. Voilà, avec la collaboration de Youssef El Mabsout aux éditions J'ai lu. Voilà. Donc là, je vous ai choisi un extrait sur le handicap. Les avortements et les fausses couches sont-ils programmés? La question suivante se pose spontanément. Si nous choisissons notre incarnation avant de naître, alors pourquoi certains choisissent-ils la difficulté? Eh oui, on me la pose souvent cette question-là, hein. J'y ai déjà répondu, mais bon, un bouquin avec une grande médium, c'est bien aussi, hein. C'est même mieux. Le choix que nous faisons avant notre naissance ne s'établit pas en termes de difficulté ou de facilité. Au moment de cette décision, nous ne sommes pas incarnés et nous ne savons pas, ou nous avons oublié ce qu'est la matérialité et les difficultés qui en découlent. Nous choisissons la vibration de notre lignée familiale, avec son héritage génétique et son histoire, afin d'incarner une certaine condition. Après notre naissance, nous n'avons plus conscience de ces choix. Nous nous réveillons dans notre corps et constatons en grandissant que la matière nous apporte la douleur, la souffrance, les émotions, mais aussi toute une chimie et des câblages pour faire fonctionner notre esprit. Ce n'est qu'alors que nous évaluons et que nous jugeons cette condition comme étant difficile ou avantageuse, en fonction de certains critères de la société et de l'époque. Ce n'est que dans ce deuxième temps que nous pouvons ne pas apprécier notre corps et avoir tendance à le rejeter, ne pas le trouver assez beau, souffrir d'un handicap. Ce qui était à l'origine un choix délibéré peut être ressenti comme une injustice. Certains entretiennent ainsi un ressentiment quant à leur état, et si la révolte est saine quand elle nous permet d'avancer, elle est dommageable quand elle nous bloque, nous enferme
n'est que l'expression d'un refus de soi perpétuel. S'aimer soi revient à s'accepter tel qu'on est, car nous sommes venus en conscience. Cette vie matérielle est une mission que nous avons choisie et qu'il faut assumer. Quelles que soient les difficultés ou les épreuves que l'on traverse, nous les avons choisies pour l'enseignement qu'elles nous apporteraient, pour l'enrichissement de nos connaissances et du point de vue de notre âme. Elles ne sont pas si compliquées. On ne choisit pas d'être malheureux, on choisit une condition qui nous semble adéquate au but qu'on s'est fixé. Il s'agit toujours des nécessités de notre évolution. Ce que nous disent les défunts, une fois dans l'au-delà, c'est que personne ne subit ou ne se sacrifie en venant au monde. Tous, nous avons choisi d'être là, ici et maintenant. J'explique souvent la même chose. Bon, après, il y en a qui ont des têtes dures ou pas. C'est le cas, bien évidemment, des handicapés. Je me souviens de la rencontre avec un enfant d'une dizaine d'années qui était aveugle, sourd avec de nombreuses malformations et qui devait régulièrement subir des opérations. J'ai senti à son contact qu'il avait une âme immense, incarnée dans un corps diminué. De manière générale, j'ai constaté que les handicapés physiques qui vivent dans un corps où les perceptions sont plus restreintes ont souvent des âmes bien plus développées que la moyenne. Je fais une petite aparté parce que j'ai quand même fait une vidéo, c'était donc hier, où justement Diane a posé la question comment un médium communique avec une personne qui était handicapée, et je vous ai expliqué dans cette vidéo de Si on en parlait que en fait l'esprit choisit cette épreuve, oui, on peut dire ça comme ça, choisit cette condition pour avancer, pour vivre des expériences liées au handicap. Et du coup, c'est ce que dit Patricia Daré aussi. Donc, on continue la lecture. De manière générale, donc, elle a constaté, c'est un choix pour pouvoir travailler l'esprit. Ils ne sont pas envahis par le culte du corps qui peut aveugler ceux qui n'ont pas de problème physique et qui négligent la dimension spirituelle de la vie. Les handicapés font sans se leurrer. Ils développent leur perception, leur ressenti. Ils captent beaucoup plus la vérité de l'autre. Bien souvent, cela fait d'eux des êtres plus lumineux. C'est ce que je ressens en tant que médium. J'ai connu 2 garçons atteints de myopathie avec une capacité déconcertante de vivre sereinement, d'accepter les aléas de la vie et de profiter pleinement de l'ici et maintenant. Les parents de personnes handicapées physiques le disent. Leurs enfants ont une volonté profonde d'apprécier chaque instant de la vie, malgré les douleurs qu'ils peuvent ressentir. Ce qui est vrai pour les handicapés physiques l'est également pour les handicapés mentaux. Certains autistes, par exemple, sont dans un enfermement mental partiel et cela leur permet de développer d'autres facultés, comme des capacités de calcul et de mémoire extraordinaires. D'autres ont beaucoup de mal à s'exprimer ou sont muets. J'ai été amenée à travailler avec un jeune autiste qui avait signifié par écrit qu'il ne pouvait pas parler parce que son grand-père défunt le bloquait dans la gorge. En me mettant en contact, j'ai vu en effet l'entité du grand-père qui n'était pas en paix et qui vivait collé à l'enfant. En infiltrant son petit-fils, il lui bloquait les cordes vocales. J'ai fait ce qu'il fallait pour le faire partir. Et 3 jours plus tard, le père m'a contacté par téléphone et m'a dit « Je vous passe mon fils ». J'ai alors entendu la petite voix du petit garçon dans le combiné. « Je vous ai vu emmener mon grand-père. Merci madame ». Quel que soit le handicap, l'esprit a choisi de le vivre avant de s'incarner. Tout est donc volontaire. Personne n'est piégé. Il m'est arrivé d'avoir des communications avec des esprits qui étaient handicapés mentaux pendant leur vie terrestre et qui m'ont donné cette raison. Être le dernier maillon d'une lignée familiale. De manière générale, nous portons tous le poids des drames et des difficultés que les membres de notre généalogie ont traversées.
héritage génétique que nous recevons en venant au monde, contient également un héritage plus subtil et psychologique constitué des mémoires de nos ancêtres. À travers celui-ci, nous sommes amenés à porter bien souvent, sans même le savoir ou les connaître, les silences, les secrets, le poids d'actes passés, qui remontent quelquefois à plusieurs générations et que nous ne pouvons exprimer ou expliquer. Il arrive ainsi que l'on vive par ricochet des événements qu'on nous a dissimulés et qu'ils soient à l'origine de nos tristesses et de nos dépressions. Quand une famille porte de très lourds secrets de meurtre, de viol, avec toute une chaîne de drames, l'hérédité devient de plus en plus difficile. La disharmonie s'installe et grandit à mesure que passent les générations, qui vont être de plus en plus touchées par des dépressions, des suicides, etc., etc. Par exemple, une personne va naître et devenir rapidement maniaco-dépressive. En cherchant les antécédents familiaux, on se rend compte qu'il y a dans la famille un oncle maniaco-dépressif, un grand-père qui l'était également, etc., etc. Puis un jour va naître un autiste muet qui va taire le secret à jamais et mettre fin à la branche généalogique en brisant la chaîne des héritiers malheureux. Dans ce cas de figure particulier, qui n'est qu'une possibilité parmi d'autres, le handicap mental est un choix qui permet d'incarner. Le problème est d'y mettre fin. Je vais vivre avec cette famille, ils ont un problème particulier depuis plusieurs générations, je vais être le dernier chaînon et incarner le non-dit de la généalogie. Les raisons pour lesquelles nous nous incarnons se décident dans l'invisible et notre présence sur Terre permet de mettre un terme à des branches généalogiques et d'en démarrer d'autres. C'est ce qui permet l'évolution. Certains couples ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir d'enfants. D'autres ne font que des filles ou des garçons. Il n'y a rien qui ne soit pas voulu. Le handicap physique ou mental est là pour des raisons précises qu'il ne nous appartient pas toujours de connaître, mais il est le moyen d'atteindre un objectif. Il n'est pas une punition, rien n'est imposé. Il ne faut pas perdre de vue que l'on est une entité complètement indépendante du corps, qui préexiste et survit à ce dernier. Cette matérialité n'est pas une fin pour l'esprit qui nous anime, elle est un moyen qui, le temps de notre bref passage, a son importance. Nous subissons les aléas de ce corps, qui lui est éphémère, et les expériences qu'il nous permet de faire viennent enrichir notre esprit et notre évolution. Nous ne choisissons pas de venir pour souffrir, nous choisissons de venir pour évoluer. Ah, je vous l'ai dit, nous sommes des explorateurs, des expérimentateurs. Il n'y a pas la notion de punition et de récompense dans l'au-delà. Nos vies passent très vite et nous en avons de multiples, non seulement ici sur Terre, mais également ailleurs et partout dans l'univers. Ce à quoi il faut ajouter une infinité de dimensions parallèles comme celle de l'au-delà. À cette échelle, nos difficultés passent comme des éclairs, et quand on rentre en communication avec des défunts qui parlent de leur expérience de vie avec un handicap, tous disent « Oh, cela valait le coup ». L'exercice du libre arbitre individuel nous interdit de faire des grandes lois générales. Que l'on soit handicapé ou non, nous sommes tous libres de devenir des saints ou des meurtriers. Ce que nous sommes est exactement ce que nous avons choisi et ce dont nous avons besoin pour assumer notre mission ici-bas. On ne vit pas toujours des choses agréables, mais cela nous sert. Ce sont des leçons qui nous font avancer. Quelle que soit la condition qu'on a décidé d'incarner, le but est de développer l'esprit et d'atteindre le bonheur. Alors nous ne nous apesantissons pas sur nos échecs et nos malheurs, ne soyons pas amers, retenons la joie. Cultivons cet enthousiasme et cette force en nous qui nous pousse à avancer et à être en harmonie avec ce qui nous entoure. Il y a là une vraie leçon à tirer sur le but de notre incarnation et sur la nécessité de développer notre âme et notre esprit à travers l'expérience du corps et de la matière. Les gens qui développent une spiritualité mais qui sont tristes et ennuyants n'ont rien compris.
Plus on développe sa spiritualité, plus on est léger. La joie est l'indice pour savoir si l'on a réussi son incarnation. C'est vrai que quand on communique avec les petits Lulus, qu'est-ce qu'on est heureux. Ils sont tellement rigolos, joyeux, désincarnés, quoi. Je me souviens à ce titre d'une expérience que m'a raconté mon mari suite à un séjour en Afrique. Appartenant à une ONG, il s'était rendu chez des lépreux, au Togo. Dans une case, il avait découvert un homme par terre, complètement rongé par la lèpre, qui n'avait plus ni main, ni jambes, ni nez, ni joues. Il était étendu sur une natte, une Bible posée devant lui. Mon mari était rentré et lui avait dit « Bonjour monsieur, comment allez-vous » Puis il s'était fait la réflexion que sa question était peut-être déplacée et indécente, étant donné l'état dans lequel se trouvait son interlocuteur. Il s'était donc ravisé et avait ajouté « Excusez-moi de vous demander cela ». Mais l'homme lui avait répondu « Mais non, pas du tout, pourquoi ? Je vais très bien. C'est vous qui êtes à plaindre. » Quand il est rentré de son voyage, mon époux m'a dit « C'est vrai, il avait l'air très heureux, il riait tout le temps, il plaisantait et avait une grande sérénité. Et moi qui n'ai pas la lèpre, je me suis sentie plus handicapée que lui. » Même si nous ne le connaissons pas, nous portons donc l'histoire de nos ancêtres. J'ai pu faire ce constat à de nombreuses reprises dans ma vie. Il m'est ainsi déjà arrivé en médiumnité, en essayant d'aider une personne, d'avoir des indications de mes guides. Le problème de cette personne remonte à 5 générations avant elle, où tel événement est arrivé, ou sa dépression est due au mauvais traitement qu'a subi sa grand-mère, etc., etc. L'histoire de nos aïeux peut mettre en lumière des coins d'ombre de nos existences, ou plus simplement mieux expliquer certaines de nos expériences. Par exemple, j'ai appris il y a peu de temps que j'aurais eu un ancêtre d'origine albanaise. Cela m'aide à mieux savoir qui je suis et à mieux comprendre mon histoire personnelle. Il y a plus de 20 ans, je me suis fiancée à un Américain d'origine albanaise et je me suis sensibilisée à la cause des boat people albanais. Je peux aujourd'hui mettre des mots sur une vibration qui a indéniablement eu une influence inconsciente sur mon parcours. Parler, raconter les histoires familiales est très important. En taisant les informations, nous mutilons les générations qui suivent. Les secrets de famille recèlent quelquefois des informations lourdes à porter. L'une s'est fait violer, l'autre a fait de la prison pour avoir tué quelqu'un, etc., etc. Mais plus je connais mon histoire familiale, plus je suis en mesure de la comprendre, de l'expliquer et donc de l'accepter. Cela me permet d'avoir tous les outils en main pour mettre des mots sur les violences passées et commencer à cautériser les plaies. Quand je connais l'histoire, je peux travailler dessus et la dépasser. C'est la lourdeur des silences et des non-dits qui ronge petit à petit certaines familles et qui peut expliquer certaines maladies, dépressions ou même petits cancers. Cependant, dire une vérité n'est pas une chose facile à faire. Donc, on va passer un petit peu des étapes qu'elle développe. Voilà, il est nécessaire de lever les secrets familiaux, explorer les racines de notre histoire. Voilà. Voilà. Alors, je vais reprendre par rapport aux fausses couches. Il ne faut pas oublier d'analyser la situation dans la perspective de notre programmation. Puisque nous sommes là, c'est bien que nous avons décidé de naître malgré tout, et qu'au final, ce n'est pas leur volonté qui a prévalu, mais bien la nôtre. Le même raisonnement peut être appliqué à propos des fausses couches et des bébés morts à la naissance ou peu de temps après. C'est souvent l'esprit qui anime le fœtus ou le bébé qui décide de mourir, de faire marche arrière. Je vous l'ai expliqué dans « Et si on en parlait » à propos du handicap. Oui, ça c'est... Je sais ça de source sûre, moi aussi. Je dis exactement la même chose qu'elle et j'en démordrai pas. Il ne veut plus s'incarner et décide de prendre un autre chemin d'évolution. Il m'est arrivé ainsi d'entrer en communication avec des esprits de personnes mortes quelques heures après la naissance. Pourquoi es-tu parti ? J'ai pas eu le courage d'affronter mon plan ou
C'était prévu ainsi pour changer la vision de mes parents. Ils avaient besoin de vivre cela pour évoluer. Ce sont des exemples parmi d'autres, mais quelle que soit la réponse, il s'agit toujours de choix motivés par des nécessités d'évolution. Ce ne sont ni des injustices, ni des punitions que l'on subit, mais des moteurs pour nous faire avancer. Notre douleur face à la mort des autres a tendance à nous enfermer dans des réactions d'ego. Je vous ai parlé de l'ego, le gros pépère, qui veut toujours être nourri et il se nourrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de négatifs. Il adore ça. Pourquoi est-il mort? Pourquoi me faire ça à moi? La vie nous demande toujours de nous ouvrir plus, de lever les yeux et de regarder plus loin que nous pour comprendre. Un enfant qui meurt dans le ventre de sa mère à la naissance ou très jeune est un événement voulu par celui qui part. Sa disparition doit aider ceux qui restent à changer leur vision des choses, à pouvoir la remettre en question, à regarder la vie d'une autre façon. Bien souvent, quand un enfant meurt et qu'il arrive dans l'au-delà, il n'est plus un enfant, dans le sens où nous l'entendons ici-bas. Il retrouve une maturité et des connaissances bien plus grandes qui sont celles qu'il avait avant de venir s'incarner. C'est ce que je vous explique souvent et qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de personnes qui perdent un enfant, qui disent non, c'est pas lui, il avait tel âge et tout ça. Mais quand on meurt, on retourne à notre état d'esprit. Nous sommes des esprits incarnés et on retourne à notre état d'esprit. Alors bien sûr le médium va recevoir des images mentales pour que vous puissiez reconnaître votre enfant. Je pense à Maëva notamment, qu'on puisse la reconnaître. Et ensuite, on va communiquer avec l'esprit. Voilà, après, lui, il décide d'accompagner sa famille terrestre qu'il a laissée ou pas, suivant les liens qu'il a tissés ou pas, et suivant ce qu'il a décidé ou ce qu'il n'avait pas décidé. Il y a des mystères même un excellent médium ne percera pas toujours. Oui, c'est pas si facile que ça. Voilà. Donc, bien souvent, on retourne à notre état d'esprit. Donc, souvent, un médium communique avec un esprit. Ça peut être l'esprit d'un enfant dans cette incarnation. Cependant, il a eu d'autres incarnations avant. C'est ce qu'elle explique, justement. Il peut ainsi suivre sa famille qu'il vient de quitter et devenir un guide pour l'un ou pour l'autre de ses membres. Surveiller ses frères et sœurs, etc., etc. Mais il arrive que le bébé ou l'enfant défunt ne trouve pas le chemin qui mène à l'au-delà. Dans ce cas, bien qu'il n'ait plus de corps physique, il reste dans notre matérialité, que ce soit des enfants ou des adultes. Les défunts ne sont pas faits pour rester sur le même plan matériel et temporel que nous. Quand ils continuent d'errer à nos côtés, c'est qu'un problème les retient. Pour les adultes, cela est souvent lié à des sentiments tels que la peur, la culpabilité, la douleur des proches, etc., etc. Pour de très jeunes enfants qui n'ont pas encore eu le temps de développer tout l'attirail de problèmes liés à l'ego, il s'agira surtout du manque de reconnaissance des parents ou de la grande difficulté de ces derniers à faire leur deuil. Il m'est ainsi arrivé de voir des femmes avec un enfant défunt dans leur entourage. En discutant avec elles, j'ai appris qu'elles avaient fait une fausse couche quelques années auparavant. Et qu'elle a fait ensuite une dépression. Ça m'est souvent arrivé. Très souvent en consultation, je tombe là-dessus et on échange et ça finit par se décrocher où je conseille d'aller voir quelqu'un pour le faire. De manière générale, il faut changer notre regard et se rendre compte que la matière est un leurre. Il faut dépasser l'image du cadavre qui n'est qu'un vieux manteau abandonné. Les morts continuent d'évoluer sur d'autres plans d'existence. C'est nous qui les transformons en cadavres en n'en parlant plus. Nous les pleurons et il arrive même qu'on n'ose plus se rappeler les bons moments partagés avec eux ou évoquer leurs souvenirs de manière joyeuse et légère. N'oublions pas que l'esprit de nos morts, lui, continue d'évoluer différemment et ailleurs. Mon rôle en tant que médium est d'aider tous ceux qui sont à la traîne et qui rôdent autour de nous à passer dans l'au-delà. Une fois de l'autre côté, ils sont bien plus épanouis et sont libérés de leurs angoisses. Et s'ils le désirent, ils peuvent nous aider et continuer à nous transmettre la force de leur amour.
Ce n'est malheureusement pas le cas quand ils errent dans notre réalité. La plupart des jeunes enfants qui meurent n'ont pas de problème pour trouver leur chemin vers l'au-delà, à partir du moment où ils ont été attendus et aimés par quelqu'un, et de manière générale, quand leur existence a été prise en compte. S'ils ne sont pas retenus par une souffrance de leur entourage trop lourde à porter. Oui, c'est comme, j'ai l'image d'un oiseau sur lequel on mettrait une grosse brique. Et l'oiseau va essayer de voler, mais il n'y arrivera pas. La charge qu'on leur met à ces enfants quand on ne les laisse pas partir, et c'est vrai que quelquefois je peux même me fâcher, ça les empêche de retourner à leur état d'esprit et de continuer leur mission. Ils reviendront de toute façon vers vous. Ils reviendront toujours. Ils étaient morts, par exemple. Donc, il m'est arrivé une seule fois d'aider un de ces enfants à passer de l'autre côté. Moi aussi, c'est vraiment très rare. Il était mort dans un accident de voiture. La violence du choc avait été telle que son esprit s'était retrouvé au beau milieu de la route sans comprendre ce qu'il y faisait. Ça, m'est arrivé plusieurs fois de voir ça. Ceux qui ont le plus de mal à passer et qui peuvent se retrouver bloqués plus facilement sont ceux qui n'ont pas bénéficié de cette reconnaissance. C'est le cas quelquefois lors de fausses couches, mais aussi et surtout suite à des avortements. En ce qui concerne l'avortement, je suis pour que chacun fasse comme il l'entend. C'est à la personne qui porte l'enfant de dire si elle veut ou non le garder. C'est un problème à résoudre au cas par cas. Et empêcher d'avorter n'est pas quelque chose que l'on doit imposer à quelqu'un. C'est un domaine où il faut relativiser et déculpabiliser, car c'est un acte qui est psychologiquement difficile à accomplir. Ce que l'invisible nous enseigne sur le sujet va aussi dans le sens de la dédramatisation. L'esprit qui a mis une option sur le fœtus commence à le fréquenter pour définitivement l'habiter au bout de 4 semaines de grossesse. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette notion, Madame Daré, pardonnez-moi, mais bon, c'est vrai qu'il commence à visiter. C'est vrai que entre 4 et 10 semaines, il fait des petites visites. Il regarde la famille, voilà. Il regarde si les vibrations vont être bonnes, si ça va aller, s'il pourra vivre ses expériences auprès de cette famille. Mais quand on élimine un embryon, l'esprit, lui, poursuit son existence. On ne tue pas une personne, on ne tue pas la vie, qui, elle, est toujours gagnante car le souffle est éternel. D'ailleurs, quand on meurt, il n'est pas rare de retrouver dans l'au-delà ceux que l'on avait perdus lors de fausses couches ou d'avortements. Du point de vue de la conscience et de l'âme, l'avortement n'a pas ce poids et cette gravité qu'on lui donne dans notre réalité, car il s'inscrit dans le mouvement d'une évolution plus globale. Par contre, en tant que médium, le problème qui se pose est celui du passage des esprits. Ce qui est important à savoir pour les parents qui décident de recourir à l'avortement, c'est qu'il faut reconnaître l'existence de cet esprit qui habite le fœtus comme un être à part entière, reconnaître l'embryon en tant qu'enfant. Ce qui peut être problématique pour l'esprit de ce dernier, c'est l'aspect on s'en débarrasse. On ne reconnaît pas qu'il est là, on ne l'identifie pas comme étant un être humain. Il souffre alors de cette non-reconnaissance. Cela lui manque et il peut se retrouver bloqué parmi nous et ne pas réussir à passer dans l'au-delà. Il m'est arrivé en parlant avec une dame d'apercevoir tout à coup une entité à côté d'elle qui m'a dit « Je suis son fils ». Intriguée, j'ai demandé à la dame si elle avait eu un enfant. Celle-ci m'a répondu que non. Je lui ai indiqué que je voyais pourtant près d'elle un enfant qui devait bien avoir une 12aine d'années. « Ah oui », a-t-elle ajouté, « je n'ai pas eu d'enfant, par contre j'ai avorté il y a 12 ans. » L'enfant m'a regardée et m'a dit « Je n'ai pas été reconnue, je ne peux pas partir. » Souvent, quand ils ne passent pas, les esprits de ces enfants restent dans leur famille. Ils continuent de grandir avec les autres enfants de la maison, mais ils souffrent car personne ne les voit ni ne parle avec eux. Cela n'est pas bien sûr systématique, et beaucoup passent dans l'au-delà sans problème. Il faut donc reconnaître la vie dès qu'on en a conscience. Il ne s'agit pas simplement de dire « je suis enceinte », mais aussi « il y a un être qui veut s'incarner et qui m'a choisi, il est là ». Reconnaître un enfant, c'est lui dire « je ne peux pas me permettre dans mon existence d'avoir un être humain à élever maintenant.
Ce n'est pas contre toi. On se reverra, je te revaudrai ça. Parmi les esprits errants qui nous entourent, certains sont des enfants pour ces raisons. Alors, à toutes celles qui ont avorté ou perdu un enfant lors d'une fausse couche, reconnaissez-le, aidez-le à partir de cette manière. Il suffit d'avoir une pensée forte pour lui, pour qu'il soit reconnu. Si cela peut vous aider, donnez-lui un nom. Ce qui compte, c'est l'énergie de votre reconnaissance. C'est elle qui permet de reconnaître sa venue, de mettre fin à son errance et de le libérer. C'est absolument indispensable. Alors, je vais clôturer. J'ai eu une expérience bluffante, justement, comme elle le décrit dans le livre, sauf que c'était un monsieur et qu'il n'avait pas eu le choix parce que c'était la dame qui avait fait le choix, parce que, voilà, il pensait qu'elle allait poursuivre son chemin avec elle, et cette femme a reculé et elle a décidé de ne plus quitter son mari. C'était une histoire d'amour très très forte, très très belle histoire d'amour. Elle a renoncé au dernier moment. Et elle a avorté, ce qui a été très 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 douloureux pour le jeune homme à l'époque, que j'ai rencontré en tant que consultant, et j'arrivais pas à lui faire la consultation parce que je bloquais sur cet événement, et il était très embarrassé. Il me dit c'est pas possible, j'ai pas eu d'enfant avec cette femme du passé. J'ai dit non non, vous l'avez pas eu, j'ai bien compris, sauf que l'enfant c'était un petit garçon, ça aurait dû être un petit garçon, et du coup j'ai pris le temps de me poser, on a discuté avec mon consultant. Et voilà, ça s'est très bien passé. L'enfant a dit au revoir, donc l'esprit qui devait s'incarner a dit au revoir. Autre solution aussi, et j'ai pu faire la consultation. Et l'histoire s'est répétée il n'y a pas très longtemps concernant cette personne. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme on retourne à notre état d'esprit, on ne reste pas forcément accroché non plus. Les bébés d'avortement ou de fausse couche ne restent pas forcément accrochés à cette famille où il n'y a pas eu les vibrations pour, et donc il a renoncé, il est parti. C'est très très souvent l'esprit qui renonce. Les enfants qui partent très très jeunes, voilà, ils sont venus tenter l'expérience, ils ont vécu telle et telle chose. Alors, ils peuvent aussi devenir esprit guide. Je pense beaucoup à la petite Maëva, où cette histoire m'a vraiment interpellée. Je travaille encore sur l'histoire de Maëva d'ailleurs, et j'ai compris que elle était vraiment venue, elle a une très très grande mission, et Maëva se transforme petit à petit en esprit guide, et elle est tout le temps auprès de ses sœurs terrestres, alors qu'elle est redevenue pur esprit. Elle a retrouvé toutes ses missions d'avant. Mais voilà, elle a décidé de rester auprès de ses sœurs terrestres dans cette famille. Et ça arrive, ça arrive. C'est pas tout le temps, c'est pas la majorité. Et voilà. J'espère que cet instant, j'ai vécu d'autres histoires comme ça, on pourra faire des histoires de médium, il n'y a pas de souci. J'espère que cet instant de lecture vous aura plu. Donc, c'est les lumières de l'invisible. J'ai déjà fait un instant de lecture de Patricia Daré. Bonjour Madame Daré, merci beaucoup de bien vouloir m'autoriser à faire, enfin je vous ai pas demandé votre avis, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais voilà, on a tous vos bouquins. Je sais que dans mon groupe il y a plusieurs femmes de Patricia Daré, et c'est vrai que c'est pas perché, tout ce qu'elle raconte pour moi c'est du vécu, c'est des connaissances que j'ai aussi, que j'ai apprises, et donc non, c'est pas perché du tout, pas du tout du tout. Après c'est vrai que dans un livre on peut pas détailler au cas par cas, ça ferait 10 livres, 100 livres, il y a tellement de possibilités que... Oui. Bon, allez, je vous dis namasté, j'espère que vous passez des bons moments, j'apprécie les pouces si vous aimez bien, si vous avez des titres de livres, on échange des titres de livres, je serai ravie de pouvoir faire des instants de lecture. Vous avez écrit vous-même un livre, venez vers moi, j'en ai reçu déjà 2 là. Bon, il y a toujours Max Jubilo, je continue de lire. J'ai reçu un autre livre par mail que je dois étudier ce week-end. Je vous dirai ce que c'est, si c'est bien. Si ça correspond à ce qui se passe sur ma chaîne aussi. J'aime bien les romans aussi, ceci dit. Je vous dis namasté.
Je ne vais pas aller vous chercher. Si vous voulez recevoir une petite notification par mail quand je poste une vidéo ou un post, il faut vous abonner. Vous vous créez un petit compte dans YouTube, vous vous abonnez, hein, il y a un abonnement, la petite cloche, ça, vous n'êtes pas idiot quand même. Et comme ça, vous recevrez une petite notification quand je mets quelque chose sur ma chaîne. Parce que sinon, c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux et vous me dites souvent, oh bah Lisa, j'ai pas vu, j'ai raté 4 vidéos, je sais que je fais beaucoup de vidéos. C'est ma grande passion d'échanger, de partager. Je sais que ça fait beaucoup de travail parce que c'est en plus de mes consultations, c'est en plus de ma vie de femme, c'est en plus de mes activités de danse. Mais on adore ça, on est là pour partager. Et voilà, donc je vous rappelle aussi que j'aimerais mettre en place des ateliers cartomancie sous forme d'échange-partage, cartomancie, pendule, écriture automatique, médiumnité, pourquoi pas. Donc c'est dans le département 28-27, je suis en limite 28-27-78, voilà, je suis aux alentours de Verneuil-sur-Avre, vous pouvez regarder sur une carte. Donc pourquoi pas, il faut juste qu'on trouve un endroit, donc si quelqu'un a une salle ou même un petit restaurant, salon de thé. Il faut pouvoir accueillir, je pense que des petits groupes de 10, ce serait vraiment pas mal pour commencer. Je souhaiterais qu'il y ait un suivi, donc il ne faut pas qu'il y ait une grosse notion d'argent parce que sinon on ne pourra pas se le permettre. Je ne veux pas qu'il y ait une grosse notion d'argent. Je ne suis pas là pour vendre des stages, des cours, des formations, pas du tout. Il faut qu'on reste humble par rapport à ses facultés et on est tous là pour évoluer. Et je peux apprendre aussi des choses auprès de vous, pourquoi pas. On apprend tous les uns des autres. C'est pas un mystère, hein. On n'a pas tous inventé l'eau chaude ni la machine à vapeur, hein. Ça se saurait. Allez, je vous dis namasté. Donc je vais faire juste une petite vidéo pour lancer un appel. Et puis les guides, ils vont bien entendre. Et puis il y a bien quelqu'un qui va venir. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt.